Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 83 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Béatrice Garapon. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, vous êtes l'auteure d'une thèse de socio-histoire sur les processus de transition démocratique dans la Turquie contemporaine que vous avez soutenue à Sciences Po Bordeaux en 2017. Le titre de la thèse, c'était « Aux origines de la Turquie conservatrice, une sociologie historique du Parti démocrate entre 1946 et 1960 ». Vous avez vécu à Istanbul, au Caire et en Syrie. Vous avez aussi enseigné en Sciences Po Bordeaux, à l'École normale sup et à l'Institut national des langues orientales. Vos travaux portent sur les partis et la politique locale en Turquie, l'anthropologie du politique et la socio-histoire de la Turquie. Et aussi, vous avez publié dans des revues comme Esprit, Anatolie et TV Séries. Et c'est à ce titre aujourd'hui que j'ai la chance de vous avoir à mon micro pour enregistrer une émission thématique sur les séries turques. Et donc, cette émission-là, on va essayer de voir à travers elle pourquoi ces séries, qui sont encore méconnues en France, sont un grand succès à travers la planète et étudier à travers cela une sorte de soft power pour la Turquie. Alors, première question, peut-être Béatrice, est-ce que vous pourriez nous brosser un panorama général des séries turques dans le monde en commençant par annoncer aux spectateurs et aux téléspectateurs et aux auditeurs qui ne le savent peut-être pas quels sont ces chiffres qui sont quand même assez ahurissants? Voilà. Alors la Turquie, donc actuellement, c'est le deuxième exportateur de séries télévisées dans le monde, derrière les États-Unis, qui sont évidemment quand même assez loin devant, puisque les États-Unis, c'est quand même très très grosse puissance dans ce domaine-là. En gros, les chiffres qui sont un peu sujets à caution, c'est que la Turquie, donc, les chiffres les plus fiables qu'on a, c'est ceux de 2016, qui montrent que la Turquie a un chiffre d'affaires annuel de 350 millions de dollars concernant l'exportation de ces séries. Donc, je vous disais, deuxième position mondiale. Pour donner une idée, les mêmes chiffres pour la France en 2016, c'est 231 millions de dollars annuels. Donc, vous voyez, la France est derrière, mais quand même pas non plus très, très loin derrière. En tout cas, c'est quand même vraiment, la Turquie est devenue une puissance, vraiment une puissance mondiale en la matière. Parce que les séries turques atteindraient plus de 700 millions de spectateurs dans le monde et elles s'exportent aujourd'hui dans 170 pays étrangers. Donc, c'est assez énorme. Alors justement, Béatrice, on leur retrouve ces séries partout dans le monde. On vient de voir justement une des dernières productions qui est sortie sur Netflix, Bir Başkadir, qu'on a étudiée avec Solène Poyraz dans l'épisode numéro 69. On avait vu aussi un petit peu auparavant dans l'épisode 49 avec Elodie Gavrilov, Vatalim Sensin, donc qui était une série plus historique sur la guerre d'indépendance turque après la Première Guerre mondiale. On voit bien que même si les problématiques parlent essentiellement souvent de la Turquie, ça n'empêche pas une exportation aux quatre coins du monde. Oui, alors justement, c'est intéressant. J'espère qu'on aura un peu l'occasion d'y revenir. Vous avez choisi un panel. C'est intéressant parce que dans les deux séries dont vous avez parlé, il y en a une qui est une série Netflix. Donc, c'est assez différent en fait. Netflix, c'est vraiment un système qui sort un peu du système classique des séries turques. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, en gros, en fait, les séries turques, donc, c'est vraiment un succès à l'exportation. À l'origine, elles s'exportaient plutôt dans des zones proches de la Turquie, donc d'abord au Moyen-Orient arabe, puis dans les Balkans, en Asie centrale. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup l'Amérique latine, puisque le premier pays d'exportation, par exemple, le premier importateur de séries turques aujourd'hui dans le monde, c'est le Chili. Aujourd'hui, la Turquie essaye de viser, la cible un peu des séries turques, c'est l'Europe du Sud, donc Portugal, Espagne, Italie. Il y a plusieurs séries qui ont été lancées en ce sens, donc on verra si ça fonctionne ou pas, mais c'est ça un peu, c'est vers ça que se tourne la Turquie. Donc, en fait, des zones d'exportation assez diversifiées. Enfin, c'est pas uniquement. Pendant longtemps, il y avait l'idée que les séries turques correspondaient, qu'il y avait une forme d'attraction culturelle et que c'est pour cette raison que finalement
dans les pays musulmans, au Moyen-Orient, en Asie centrale, on était attiré par les séries turques, mais en fait, on voit que c'est pas tellement, cette hypothèse tient pas tellement la route puisque l'Amérique latine est aussi un très très gros importateur de ces séries. Et au niveau historique, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Béatrice? Est-ce que vous pourriez rappeler comment s'est développé le secteur audiovisuel en Turquie pour devenir aujourd'hui une des places fortes de la production sérielle dans le monde? Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les séries turques, c'est surtout un développement très récent. C'est aussi pour ça qu'il y a vraiment une dimension phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, la première série qui s'est beaucoup exportée, d'ailleurs, c'était dans le Moyen-Orient arabe, c'est en 2008, la série Gumush, ou Nour en arabe. Donc, c'est vraiment un phénomène qui a une grosse dizaine d'années, quoi. En fait, tout ça, ça vient d'une explosion des séries turques elles-mêmes, d'abord sur le marché national, puisque le secteur audiovisuel en Turquie a été libéralisé dans les années 1990. Et en 2001, vous avez eu une large crise financière qui a nécessité un assainissement des finances publiques. Et finalement, il y a plusieurs chaînes publiques qui ont été rachetées par des grandes holdings, ce qui a donné un système très concurrentiel avec beaucoup de chaînes privées qui devaient produire énormément de contenu. Et c'est comme ça que les séries turques sont nées, alors qu'avant, en fait, les chaînes turques diffusaient plutôt des programmes étrangers, des jeux, des programmes de débat, etc. Donc, c'est comme ça que les séries turques sont nées. Elles s'adressaient d'abord plutôt à un public domestique. Et comme ce système, comme les séries turques ont commencé à se développer beaucoup, c'est ça qui a permis une sorte de bond qualitatif. C'est d'ailleurs un peu le même phénomène qu'on a vu aux États-Unis, avec une augmentation assez rapide de la qualité, donc notamment, et ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est très important, notamment tout ce qui concerne la qualité technique de la post-production, du son, etc. Et surtout à une époque, évidemment, début des années 2000, même jusqu'à aujourd'hui, où la télévision était encore en Turquie un produit, un média vraiment phare, quoi, vraiment très populaire. Et le système des séries, donc ça je l'explique, c'est important pour comprendre aussi en fait, le fonctionnement et pour comprendre l'exportation des séries, c'est qu'en fait, les séries en Turquie, elles fonctionnent, elles se financent grâce à la publicité. En fait, elles sont très peu financées par l'État. C'est vraiment, l'État subventionne peu les séries, mais la publicité, en revanche, a besoin de contenu à très fort taux d'audience pour pouvoir passer des pubs donc qui récoltent de grandes audiences. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est beaucoup le secteur de la pub qui finance les séries. Donc, c'est un système un peu de double dépendance. En fait, les séries ont besoin de la pub pour se financer et la pub a besoin des séries pour faire de l'audience et pour atteindre beaucoup de téléspectateurs. J'aimerais maintenant qu'on regarde ensemble, Béatrice, pourquoi ces séries turques ont connu un tel succès à l'exportation et puis se poser peut-être tout de suite la question que j'ai évoquée à l'entrée. Est-ce qu'on peut du coup parler à ce moment-là avec les séries d'un soft power turc? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui connaissez bien la sociologie du pays? Alors, en fait, les séries turques, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les séries qui s'exportent, en général, c'est plutôt des séries adressées à un public féminin. Plutôt des séries à l'eau de rose qui ressemblent plus, si vous voulez, aux telenovelas sud-américaines, mexicaines. Donc, c'est des séries qui sont généralement assez longues. C'est des formats de minimum 90 minutes. Donc, vous voyez, c'est le double d'une série américaine en moyenne. Et des séries qui sont souvent des drames familiaux, souvent des histoires d'amour, des choses comme ça. À cela s'ajoutent quelques autres séries qui sortent un peu du lot, qui sont un peu différentes du format habituel, et donc pour le coup qui sont vraiment plutôt destinées à un public masculin. Vous avez une série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle La Vallée des Loups, qui va bientôt être terminée quand même maintenant, je pense, parce qu'il dure depuis le début des années 2000, qui est une série sur
oui, on pourrait dire les services secrets turcs qui sont actifs au Moyen-Orient, etc. Une série donc vraiment avec d'action, avec des scènes de bagarre, des coups de feu, etc. Donc voilà, qui est une série aussi qui repose sur un fond un peu complotiste, puisque vous avez donc c'est nationaliste d'une part, puisque c'est vraiment la Turquie qui est quand même mise au centre du jeu moyen-oriental, et un peu complotiste avec toujours l'idée que Israël est responsable de tous les maux du Moyen-Orient. Mais bon, c'est une série qui a eu énormément de succès et surtout qui a été regardée beaucoup par les hommes, ce qui est quand même un fait suffisamment rare pour être souligné. Et vous avez une autre série aussi qui a été un énorme succès, c'est une série qui s'appelle Dirilish Ertuğrul, donc qui racontait en fait l'histoire des futurs fondateurs de l'Empire ottoman. Donc c'est pareil, une série aussi très nationaliste, avec un arrière-plan très très nationaliste, qui raconte la lutte contre les croisés au XIIIe siècle. Donc une série historique, mais là encore, qui s'est très bien exportée dans tout le Moyen-Orient. Mis à part les deux séries dont je parlais, c'est quand même vraiment, comme je vous le disais, des séries un peu à l'eau de rose, adressées à un public féminin, et notamment la série turque qui a eu le plus de succès dans le monde, c'est une série qui s'appelle Le siècle magnifique, qui raconte en fait l'histoire du sultan Soliman le Magnifique, qui en fait essentiellement tourne autour des intrigues de harem, puisque c'est en fait finalement surtout son épouse, l'une de ses épouses qui est le personnage principal. Et donc voilà, ça raconte l'histoire de différentes femmes du sultan qui intriguent, qui placer leurs fils, etc., qui sont jalouses les unes des autres, l'histoire d'amour, et voilà. Mais c'est la série qui a eu, je crois vraiment que c'est celle qui s'est le mieux exportée en tout, dans le monde entier. Donc on a beaucoup parlé de l'idée que les séries turques étaient, servaient à une sorte de soft power de la Turquie parce qu'elles plaisaient, justement parce qu'elles étaient adaptées d'un point de vue culturel au Moyen-Orient arabe. En fait, je pense que je pense qu'il faut être un peu plus pragmatique, si vous voulez, et je pense que le succès des séries turques peut s'expliquer par beaucoup de facteurs aussi très, très pragmatiques, en fait. Et ces facteurs pragmatiques, c'est déjà le fait que la Turquie s'est positionnée sur un marché, je dirais, milieu de gamme, sur le marché mondial des séries, c'est-à-dire que c'est des séries qui se vendent pas très cher, enfin beaucoup moins cher que les séries américaines, et qui sont plus longues, donc qui permettent de faire en fait tout simplement plus de contenu. Elles sont donc de relativement bonne qualité. Vous avez une bonne qualité du jeu d'acteur, une bonne qualité de l'image, de tout ce qui concerne la post-production, le son. Et donc voilà, des séries qui sont à la fois de bonne qualité et peu chères. Et je voudrais souligner d'ailleurs que ça repose, le faible coût de ces séries turques repose aussi sur une exploitation généralisée, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent dans le secteur des séries en Turquie sont généralement très très mal payés, mis à part quelques stars, quelques acteurs qui sont parvenus au rang de stars et qui sont bien payés. Sinon, tous les monteurs, les techniciens, les mixeurs audio, les acteurs qui jouent les personnages secondaires, etc., sont vraiment très très mal payés pour des horaires de travail qui sont vraiment énormes. Donc voilà, ça, la première chose, c'est vraiment ce bon rapport qualité-prix, en fait, tout simplement, des séries turques. Il y a aussi un aspect intéressant sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, les séries turques, elles sont adaptées aussi à un type de visionnage au Moyen-Orient, mais plus généralement dans des pays qui ont, je dirais, dans des sociétés un peu traditionnelles, entre guillemets, où en fait, les femmes sont appelées à passer beaucoup de temps chez elles, où il y a beaucoup de temps passé en famille, où la télévision est encore un média très, très important dans les foyers. C'est que l'action est étirée dans le temps, comme je vous disais, ces épisodes qui sont longs, de 90 minutes. Et donc, en fait, l'action se déroule lentement et on peut très bien regarder ces séries en faisant autre chose, donc en discutant en famille, en faisant la cuisine, etc., etc. Et ça, je pense que c'est important parce que les séries américaines ont un rythme donc beaucoup plus soutenu, très rapide. Si on rate, c'est vraiment des séries qui tiennent en haleine, qu'on regarde quand on regarde une série, on ne fait que ça. Ce qui n'est pas du tout le cas des séries turques. Les séries turques, on les regarde en faisant autre chose, quoi. Et ça, je pense que ça joue pas mal. Après, il y a aussi d'autres raisons, comme la qualité des décors aussi, parce que c'est quand même des séries qui sont généralement tournées en extérieur,
dans des villas magnifiques qui donnent sur le Bosphore. Et puis, bon, Istanbul, c'est quand même une ville très, très, très scénique, hein, très cinématographique. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément important. Même si, bon, au fond, il reste quand même, enfin, les séries turques sont quand même adaptées aussi d'un point de vue culturel, hein. Je vous parlais des raisons pragmatiques, il y a aussi un peu des raisons culturelles, mais qui sont plutôt dans le fait qu'il n'y a effectivement pas de scènes indécentes dans les séries turques, très rarement des scènes de baisers, vous voyez, où un peu où on voit un bout de sein, voilà, il n'y a jamais ça dans les séries turques. Et ça, effectivement, je pense que c'est des séries qui conviennent pour cette raison à un public un peu, enfin voilà, un mode de visionnage où on regarde les séries en famille et où il ne faut pas qu'il y ait trop de violence. Bon, même si la violence, quand même, il y en a pas mal, notamment dans les séries que j'évoquais qui sont plutôt destinées à un public masculin. Mais voilà, et puis c'est aussi des séries donc, qui parlent de choses qui sont importantes dans la vie d'une femme, dans les sociétés un peu patriarcales. Donc c'est vraiment des séries qui tournent autour de la famille, la belle famille, le voisinage, le mariage, etc. Donc pour cette raison-là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui matche du point de vue culturel. Vous avez évoqué, Béatrice, tout à l'heure, la série Le siècle magnifique, hein. Je renverrai d'ailleurs à l'épisode 10 du podcast où Justine Cudorge avait étudié cette série avec d'autres pour voir justement, vous l'avez dit, le cadre du harem, donc une série qui montre bien la vie des femmes dans ce cadre-là et comme vous le dites, hein, tournée dans de magnifiques décors, ce qui fait sans doute aussi l'un des grands succès des Dizi, hein, ces fameuses séries turques. Alors justement, j'aimerais maintenant qu'on arrive en parlant de ce soft power. Est-ce qu'il est réel? Oui, mais en tout cas, est-ce qu'il est perçu en tant que tel par l'État turc, par les autorités turques? Est-ce que l'État est conscient de cela et donc du coup accompagne ces séries pour leur diffusion, pour les tournages, afin d'avoir un plus grand rayonnement mondial? Alors, pendant longtemps, les séries turques, enfin, l'État turc s'est vraiment désintéressé du phénomène des séries, hein. C'était pas du tout un objet valorisé par le gouvernement, sachant que le gouvernement qui est au pouvoir en Turquie depuis 2001, c'est un gouvernement islamo-conservateur qui a longtemps, enfin et d'ailleurs c'est toujours le cas, eu des politiques culturelles très très, inexistantes, on pourrait dire. Donc c'est pas du tout un gouvernement qui soutient la culture, les théâtres, etc., hein, au contraire. Et donc, en fait, si vous voulez, l'essor des séries turques, ça s'est fait un peu dans l'indifférence, voire un peu la désapprobation du pouvoir turc. Et notamment, je me souviens, en 2012, le président Erdogan avait fait un coup d'éclat en critiquant cette série, Le siècle magnifique, au motif qu'elle ne parle que des intrigues de harem et qu'elle ne mentionne absolument pas les conquêtes du sultan et son rôle historique, etc. Donc voilà, un peu de désapprobation, d'autant que les séries turques sont quand même assez contrôlées par l'organe de censure. Et que, voilà, vous l'imaginez d'ailleurs, un pouvoir islamo-conservateur, on imagine bien que les séries, bon, c'est pas exactement leur cheval de bataille. Récemment, en fait, le pouvoir turc s'est quand même rendu compte de la manne financière et aussi de l'attrait culturel et de tout l'intérêt en fait que représente l'exportation des séries pour l'État turc. Donc, s'est mis à accompagner le phénomène. D'abord, il y a eu tout un discours sur le soft power, etc., qui est né autour des années, je dirais, 2014-2015. Et en 2018, notamment, vous avez un rapport du ministère du Développement économique qui spécifie que les séries servent le soft power de la Turquie et qui donne l'objectif pour 2023. 2023, c'est l'anniversaire de la proclamation de la République turque. Donc, pour 2023, l'objectif d'exportation de 1 milliard de dollars. Donc, de doubler même... comme je vous le disais, les chiffres sont un peu sujets à critique, mais si on part de l'idée que la Turquie, en 2019, faisait 500 millions de dollars annuels, donc l'idée de vraiment doubler ce chiffre d'ici 2023, donc d'ici 2 ans maintenant. Et il y a aussi l'idée que les séries turques doivent servir l'industrie, et notamment l'exportation de mobilier, parce que la Turquie est un très grand exportateur dans le Moyen-Orient de meubles. Et donc, il y a une loi qui est passée en 2019 au Parlement
pour subventionner les séries turques qui montrent justement, qui font la promotion de produits made in Turkey. Et ça va avec, d'ailleurs, la Turquie a essayé de se positionner comme un pays pour accueillir des tournages de films étrangers. Et donc, voilà, il y avait l'idée d'encourager des scènes tournées en extérieur, etc., pour valoriser l'image de la Turquie de ce point de vue-là. Donc voilà, donc l'État turc maintenant essaye un peu d'accompagner le phénomène, oui. Et la ville d'Istanbul, justement, hein, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres grandes villes mondiales, culturelles mondiales, comme par exemple à Bombay, avec la création de Bollywood, bien sûr, Hollywood le modèle, Istanbul aimerait sans doute devenir une de ces capitales culturelles mondiales, en tout cas pour ce qui concerne le tournage des séries. Oui, c'est ça. Alors, mais là où c'est intéressant, c'est que bon, Hollywood, il y a évidemment une dimension d'attraction culturelle très forte. Hein. Le soft power, à l'origine, d'ailleurs, le concept de soft power, ça reposait sur vraiment Hollywood, l'attraction culturelle des États-Unis, grâce à ses films, ses séries, etc. Et l'idée, évidemment, dans le soft power, quand l'État turc voulait accompagner le soft power turc, c'était l'idée de créer aussi, enfin, de copier cette forme d'attraction culturelle. En réalité, bon, il n'y a pas non plus eu de révolution dans la perception que les pays voisins avaient de la Turquie. On voit bien que la Turquie est quand même aujourd'hui entretient des relations assez mauvaises avec l'ensemble de ses voisins. Et d'ailleurs, vous avez même eu le phénomène un petit peu inverse, c'est-à-dire que les séries turques, l'exportation des séries a en fait pâti des mauvaises relations avec ses voisins, notamment vous avez lors des tensions, très importantes tensions entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, la chaîne saoudienne NBC a retiré toutes les séries turques de sa programmation. Bon, donc c'est plutôt un effet, c'est plutôt dans le sens inverse que ça marche. Mais en revanche, c'est vrai que vous avez un secteur qui a vraiment bénéficié à la Turquie, et ça c'est vraiment un des effets du soft power, c'est le tourisme. Puisque la Turquie est vraiment devenue, les chiffres du tourisme ont vraiment explosé ces dernières années. Et on constate quand même une corrélation vraiment très très nette avec la diffusion des séries. Donc, pour vous donner une idée des chiffres, en 2019, la Turquie a accueilli 45 millions de visiteurs étrangers donc des touristes qui viennent principalement de Russie, d'Allemagne, Bulgarie, Iran. Donc, vous voyez, c'est des séries c'est des pays où les séries turques s'exportent bien. Dites-moi maintenant, Béatrice, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée qu'il y avait un changement dans la politique sérielle turque, en tout cas pour sa diffusion, par rapport à notamment le fait qu'on retrouve désormais des séries sur la grande plateforme de streaming mondiale Netflix. Hein, et on le voit à l'heure actuelle avec Bir Başkadir, donc Ethos, qui est diffusé et qui connaît d'ailleurs un certain succès en Turquie. On en a beaucoup parlé. Et aussi, ça commence à se faire sentir dans les pays occidentaux. Alors, en tant que perspective d'avenir, Béatrice, d'après vous, est-ce que en Turquie, on est face à une des premières industries culturelles mondiales des années à venir? Alors, donc, je vous le disais, il y avait cet objectif pour 2023 d'exportation à 1 milliard de dollars annuels pour la Turquie. Donc, effectivement, est-ce que, on peut légitimement se poser la question, est-ce que la Turquie est sur vraiment une voie ascendante, ou est-ce que finalement les revenus de l'exportation des séries risquent un peu de se tasser dans les années à venir? En fait, il y a plusieurs facteurs. D'une part, vous avez mentionné, il y a la concurrence de Netflix. Mais en fait, c'est pas seulement Netflix, c'est aussi en fait une modification des comportements des téléspectateurs qui, de plus en plus, regardent leurs séries en replay ou en streaming. Et ça, c'est important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait baisser les revenus publicitaires, parce que sur les sites de replay, il y a beaucoup moins de pubs, enfin, c'est pas du tout le même système. Or, comme je vous le disais, les séries turques dépendent étroitement de la publicité, puisque ce sont les publicitaires qui financent les séries turques, parce que ce sont eux qui ont besoin d'avoir des forts taux d'audience pour pouvoir atteindre un large téléspectorat. Donc, la pratique du replay fait baisser les revenus de la pub, et donc c'est essentiellement ça qui met le secteur en crise. Vous avez aussi, et vous l'avez mentionné, la concurrence de Netflix, qui sont des séries, alors là c'est intéressant, qui sont pas du tout, donc tout à l'heure je vous disais, les séries turques, voilà, c'est des séries télé, donc qui sont adressées à un public féminin, de femmes entre 25 et 75 ans.
Bon, les séries Netflix, c'est autre chose. Elles sont adressées beaucoup plus explicitement à un public jeune, puisque ce sont essentiellement les jeunes qui regardent Netflix en Turquie. Donc, un public jeune, socialement plus favorisé que les séries turques. Et c'est ce qu'on voit bien d'ailleurs. Donc, vous avez parlé un petit peu de la série Ethos, Bir Başkadır, qui, donc, on voit bien que c'est une série qui est quand même plus exigeante, qui est assez différente sur la forme et qui est vraiment adressée à un public beaucoup plus favorisé, voilà, socio-culturellement que le public habituel des séries turques. Et donc, voilà, un public jeune et un public plus aisé. Et d'ailleurs, mais en même temps, c'est une chance parce que c'est ce qui permet de faire des séries plus originales et tout en puisant dans un système local qui fonctionne bien. Donc, vous avez beaucoup d'acteurs, de bons acteurs en Turquie, vous avez beaucoup de facilités vous pouvez déléguer aisément à des boîtes de production, de post-production, des monteurs, du mixage audio, etc. Et ça permet de faire des séries qui sortent un peu des sentiers battus, notamment les 2 premières séries Netflix turques. C'était une série de vampires et une série de super-héros. Donc, vous voyez, ce qui est quand même vraiment pas du tout le genre qui était cultivé jusqu'ici par les séries turques. Donc, ça peut être intéressant. Si on a un peu de temps tout à l'heure, j'aimerais un peu reparler de cette série Bir Başkadır, donc cette série Netflix. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais plus sur le point de vue, voilà, qu'est-ce que Netflix permet de faire par rapport aux séries turques. Mais juste pour finir un petit peu sur cette question de la croissance ou non des séries turques, vous avez un autre problème qui est que les séries turques sont étroitement liées au rating, c'est-à-dire au taux d'audience. Vous avez énormément de séries en Turquie qui commencent, qui font 2 ou 3 épisodes et qui s'arrêtent puisque les taux de rating sont décevants. Et en fait, les séries sont vraiment produites à flux tendu d'une semaine sur l'autre. Et dès que les taux de rating baissent un tout petit peu, les séries s'arrêtent. Donc, vous avez, je sais pas, un nombre vraiment hallucinant de séries qui ne durent que 3, 4, 5, 6 épisodes en Turquie. Et puis voilà, dès qu'on constate qu'elles ne marchent pas, on y met fin. Enfin, les chaînes y mettent fin. Et donc, en fait, pour exporter des séries, vous avez naturellement besoin d'un nombre d'épisodes important. Enfin, c'est-à-dire que vous n'allez pas vendre une série de 5 épisodes. Voilà. Et ça, en fait, ça risque de poser problème puisque à terme, en fait, les séries turques qui sont produites d'abord pour un public domestique risquent il risque de pas y en avoir assez. En fait, la Turquie risque de manquer de contenu à exporter pour poursuivre sur cette voie-là. Donc, à mon avis, l'objectif de 1 milliard de dollars d'ici 2023 est vraiment très, je ne vais pas dire fantaisiste, mais quand même très, très éloigné des prévisions raisonnables qu'on peut faire. Donc, moi, je dirais plutôt, pour répondre à votre question, je dirais plutôt que les séries turques sont actuellement, donc là, on disait au début, la Turquie, c'est le 2e producteur mondial de séries, mais ce n'est pas un chiffre qui est susceptible d'augmenter sensiblement d'ici les prochaines années. Mais bon, d'ailleurs, ça va aussi avec l'idée que quand même les séries télé et la télé en général, en fait, est un média qui est quand même appelé à redescendre, si vous voulez. Enfin, c'est un média qui est quand même plutôt en perte de vitesse par rapport aux plateformes type Netflix, etc. Je peux parler de Netflix justement et de cette série Ethos, dont vous avez déjà un peu parlé. Alors, ce serait très intéressant, effectivement, Béatrice, que vous évoquiez avec nous cette série-là. On a vu les grands traits avec Solène, on a vu l'intrigue. Ce qui serait bien, c'est vous, avec votre regard sociologique, de montrer aux spectateurs pourquoi elle a véritablement fonctionné en Turquie, fonctionné, j'allais dire, en termes d'audience et surtout en termes de débat. Elle a été au cœur de l'actualité turque ces dernières semaines, au moment de sa sortie. Voilà. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que, vous avez déjà dû l'évoquer avec votre invité, cette série Bir Başkadır, c'est vraiment une série, donc c'est une série Netflix qui, si vous voulez, qui a pour ambition de parler des classes populaires. Et ça, c'est très, très différent des séries turques habituelles qui sont vraiment plutôt au contraire, qui filment
des gens richissimes qui habitent dans leur magnifique villa sur le Bosphore. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des séries voilà, qui sont vraiment faites pour faire rêver. Et inversement, Birbash Kader, c'est une série qui voilà, montre des gens simples, enfin pas que, hein, parce que donc, l'idée, c'est de montrer justement à la fois des gens, c'est de montrer comment coexistent au sein de la même série des gens qui sont d'un milieu social très favorisé et des gens qui sont d'un milieu beaucoup plus simple et de montrer voilà, leurs différences et surtout leurs points communs et la façon dont ils évoluent sous les mêmes contraintes, etc. Donc, en ça, Birbash Kader, c'est une série qui est intéressante, hein, parce que c'est vraiment l'une des seules séries qui prend ce thème-là. Et c'est vraiment parce que c'est une série Netflix que, à mon avis, que ça a été possible de le faire. Cela dit, il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a aussi eu d'autres séries qui ont eu un peu cette ambition-là en Turquie, des séries qui étaient produites par des chaînes. Et notamment, il y a une série qui est un peu tombée dans l'oubli maintenant parce qu'elle a été diffusée en 2012 et 2013. C'est une série qui s'appelle Kayıp Şehir, donc en turc, La ville perdue, qui est une série assez intéressante parce qu'en fait, elle prend pour modèle la structure narrative, c'est celle de Rocco et ses frères. Donc, c'est une famille pauvre qui vient de la campagne en Turquie, qui arrive dans la ville, et une ville évidemment qui s'installe dans un quartier très défavorisé de la ville, très violent, etc. Et c'est l'évolution. Donc, il y a évidemment les deux personnages principaux, ce sont deux frères et la façon dont ils tombent amoureux de la même femme, etc. Bon, un thème assez classique, mais réadapté dans la Turquie contemporaine. Le résultat est assez réussi d'ailleurs. Hein. Je vous recommande si vous avez l'occasion de voir cette série. Et donc pareil, une série qui avait vraiment pour ambition de parler des bas-fonds en quelque sorte, enfin voilà, de la Turquie populaire, qui est une Turquie qu'on voit assez rarement dans les séries turques. Avec une exception notable, vous avez aussi des séries, bon, mais ça c'est un genre assez particulier, vous avez aussi des séries qu'on appelle pudiquement du Sud-Est, c'est-à-dire en fait des séries qui parlent des tribus kurdes, et alors là c'est vraiment l'occasion, mais sur une version si vous voulez très romancée et même romantisée, donc c'est l'occasion de refaire des histoires un peu Roméo et Juliette avec des deux personnages qui s'aiment, qui sont issus de tribus opposées, etc. Mais bon, là, c'est encore autre chose parce que certes, c'est des séries qui parlent de gens, enfin, dont les personnages sont plutôt issus des classes populaires, mais avec une dimension tellement romantisée qu'on est au-delà de. Enfin, c'est plus du tout le même objectif. Dans Birbash Kader, à l'inverse, vous avez vraiment cette ambition un peu naturaliste et que vous avez aussi dans la série dont je viens de parler, Kayıp Şehir, la ville perdue. En tout cas, c'est intéressant parce que Kayıp Şehir avait un peu fait parler d'elle. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était aussi appréciée en fait par les classes populaires en Turquie. Je me souviens qu'on avait reçu, lors d'un colloque en 2014, on avait reçu la directrice de la chaîne qui avait diffusé cette série, Canal D, qui nous disait que quand la série avait pris fin, ils avaient reçu beaucoup de messages de femmes voilées qui disaient « mais pourquoi vous mettez fin à cette série, elle est tellement, on l'aime, etc. » Alors que bon, Kayıp Şehir, hein, c'est quand même une série qui parle d'une prostituée, enfin voilà, de deux frères qui sont amoureux d'une prostituée. Voilà, il y a un personnage transsexuel dans la série, etc. Enfin, c'est quand même, c'est pas ce qui s'appelle une série. Enfin, on la penserait pas adaptée à un public traditionnel, quoi. Inversement, Birbash Kader, donc c'est une série qui a énormément fait parler d'elle, aussi parce que elle parle de thèmes qui sont très chers à la Turquie. Enfin, c'est vraiment Birbash Kader, c'est vraiment l'idée d'une Turquie. Enfin, ça parle des divisions de la Turquie, en fait. Voilà. Ça parle de la Turquie un peu, voilà, les riches contre les pauvres, les conservateurs contre les gens, contre les libéraux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle en parle d'une façon pas du tout, justement, en dépassant en fait ces clivages-là. Et la série, donc vous avez déjà dû en parler, a un discours très très subtil en fait sur cette question-là. Elle prend, si vous voulez, les gros marronniers, les questions qui ont agité la Turquie depuis le début des années 2000, le voile, etc., les imams, mais en les transcendant et en montrant que voilà, finalement, les conservateurs ne sont pas ceux qu'on croit. Enfin voilà, Puis il y a donc cette scène très intéressante où, pour vous planter un peu le décor. Au début de la série, l'une des premières scènes de la série, c'est donc une jeune femme voilée qui vient voir une psychologue parce qu'elle a des problèmes où elle s'évanouit subitement.
Donc, elle vient voir une psychiatre, une psychiatre, qui est une femme évidemment très, très bourgeoise, qui vient de la haute société d'Istanbul, et qui, donc, elle lui parle de ses problèmes, puis elle lui dit qu'elle va voir un imam. Et vous avez la scène qui est entrecoupée d'une scène, si vous voulez, qui se passe plus tard, où la psychiatre elle-même voit sa psychothérapeute et parle à sa psychothérapeute de la séance qu'elle vient d'avoir avec sa patiente. Et donc, vous avez de façon mêlée les deux, enfin, si vous voulez, les deux femmes, finalement, la femme voilée qui est la première patiente et la psychothérapeute qui est aussi finalement la patiente d'une autre psychothérapeute, sont mises côte à côte, si vous voulez, sur le même plan. Et donc, la femme voilée mentionne son imam, voilà, auprès de qui elle prend conseil, etc. Et vous avez tout de suite après une autre scène où sa psychothérapeute dit à sa propre psy, mais voilà, un imam, c'est vraiment ridicule, c'est pourquoi on a besoin de l'obscurantisme, etc. Et puis, quelques minutes après, elle raconte son voyage au Pérou, où elle a vu un chaman, et où elle raconte, donc c'est vraiment les clichés, mais c'est assez juste sur la classe très, très jet-set d'Istanbul. Elle raconte son chaman et quel personnage incroyable il est, etc., les conseils qu'il lui a donnés sur sa vie. Donc, c'est vraiment une série qui joue assez subtilement sur ces questions-là. Et je pense que c'est pour cette raison qu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Mais après, attention, elle a beaucoup fait parler d'elle aussi parce que c'est quand même une série qui s'adresse essentiellement à la classe intellectuelle et favorisée en Turquie. Comme je vous disais, une série Netflix, c'est pas tout le monde qui regarde Netflix en Turquie. Béatrice Garapon, merci pour cette présentation des dizi, des séries turques, de leur soft power, de leur influence mondiale et sur la culture mondiale, vous l'avez dit, qui commencent aussi à arriver en Europe, mais qui ont déjà conquis le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud principalement, aussi l'Asie d'ailleurs. Et puis pour cette évocation de Birbaş Kadir, effectivement, qui fait parler d'elle, puisque nos collègues sur Une heure en série y ont consacré il y a peu de temps une émission aussi. Donc voilà, on commence effectivement à parler des séries turques et ça c'est très intéressant. Alors vous avez donné, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, Béatrice, une bibliographie sur le site internet histoireensérie.com. Vous pouvez aller, vous auditeurs, consulter cette bibliographie pour vous renseigner si vous ne connaissez pas ces séries turques, pour en connaître quelques-unes, mais aussi pour étudier comment elles sont écoutées, comment elles sont vues à travers le monde, et ça c'est très intéressant. Et puis si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire nonfiction.fr, sur lequel vous retrouverez à chaque fois un résumé de chaque émission avec les liens pour aller l'écouter. Béatrice, merci, et puis peut-être à bientôt pour la présentation d'une série turque. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.